Bonjour à tous, mon nom est Serge Bonin, je suis directeur de la chaire publique alliée, l'Association des étudiants et étudiantes de Laval inscrits aux études supérieures. On est dans ce super projet pour en savoir un peu plus sur les premiers peuples, des perles à découvrir. On fait des rencontres avec des représentants de chacun des premiers peuples établis sur le territoire du Québec. Une production de l'Allier en collaboration avec l'Université Laval, bien sûr. Souvent, je me pose la question, quel est le sens de la vie, n'est-ce pas? J'essayais de chercher un peu hier The Meaning of Life des Monty Python. Bon, comment puis-je servir? Comment puis-je être utile? Eh bien, moi, ma réponse est toujours, on est là pour apprendre. Et dans cette série, on est déjà à la 7e entrevue et je me surprends à apprendre des choses formidables à chaque fois. C'est des rencontres qui mènent à l'empathie, à la compassion, des gens qui cherchent seulement à protéger leur identité, à l'affirmer, des fois à la faire revivre, ça arrive souvent. Je vous demande si c'est possible de partager. Je pense que c'est un geste d'une grande humanité dans tout ce qu'on découvre en ce moment. Vous ne le faites pas pour l'Allier ou pour la chaire publique, vous le faites vraiment pour partager tout ce qu'on fait parce que c'est vraiment important d'apprendre à connaître les gens qui sont près de nous et puis on prend peut-être cette pause de la pandémie pour le faire et puis c'est formidable. Donc, n'hésitez pas évidemment à ajouter vos mentions j'aime, vos commentaires, poser vos questions. Alors, si on a le temps, j'essaierai de les acheminer à nos invités aujourd'hui. Je vous rappelle que tout ça mène à une conférence le 4 mai, comment mieux faire connaissance. Ce sera évidemment un événement Facebook en direct, étant donné la pandémie, mais on va trouver des moyens pour s'assurer que le tout fonctionne bien. Nos invités seront dévoilés au début de la semaine prochaine. Vous avez manqué les rencontres précédentes, elles restent sur Facebook, elles sont retouchées pour aller sur YouTube dans une liste de lectures appropriées, donc tout reste en ligne. Vous arrivez un peu plus tard, vous avez manqué le début, vous voulez le revoir, tout reste là. C'est le 7e rendez-vous, je vous l'ai dit, on a fait déjà les Inuits, les relations avec l'État, les Atikamekw, les Wolastoqiyik, les Anishinaabe, les Wendat. Aujourd'hui, on parle de la nation Abénakise, du peuple Abénaki. Et vendredi, à 14h30, ce sera le peuple Naskapi. Donc, ce sera une entrevue qui sera en anglais avec ma collègue Marie-Ève Duchesne. Et il y aura évidemment des sous-titres en français pour la reprise sur YouTube. Je remercie d'ailleurs Marie-Ève qui est au commentaire en ce moment et Thomas qui est à la mise en onde. Alors aujourd'hui, nos invités. Nous avons 2 invités, c'est particulier. D'abord, Prudence Anis. Bonjour Prudence. Oui. Et Sigouanis, bonjour Sigouanis Lachapelle. Quoi? Alors, Prudence, vous êtes formée en sociologie à l'UQAM, en management public à l'ENAP. Vous dirigez l'institution postsecondaire des Premières Nations Kiuna depuis février 2011. On aura l'occasion d'en reparler. Vous êtes fortement engagé à construire des communautés en santé et dévoué à la défense des intérêts des Premières Nations. Et vous avez, au cours des 24 dernières années, joué un rôle significatif dans l'élaboration de plusieurs stratégies et politiques gouvernementales et autochtones à l'échelle provinciale et nationale. Les diverses initiatives que vous avez su mettre en œuvre vous ont amené à travailler étroitement avec chacune des Premières Nations du Québec, de même qu'à collaborer avec de nombreux acteurs autochtones et non autochtones issus de la société civile, des groupes communautaires, des instances gouvernementales du Québec et d'ailleurs. Une première question pour briser la glace. Quel a été un peu votre plus grand défi, même si c'est jamais complètement achevé, à travers toutes ces actions politiques-là, de quoi êtes-vous la plus fière? Merci pour l'introduction. J'ai eu et j'ai encore une vie professionnelle très enrichissante et les divers mandats qu'on m'a confiés ont contribué, comme vous l'avez dit en introduction, à améliorer différents programmes, des services dans des domaines très variés. On parle des langues ancestrales, par exemple, le dossier de l'égalité entre les hommes et les femmes, prévention du suicide, santé des femmes, prévention de la violence, prévention des abus à caractère sexuel et plus récemment, évidemment, dans le milieu de l'éducation. Donc, les mandats que j'ai eu à exécuter et leurs résultats est vraiment le fruit d'une mobilisation collective, là, autant sur le point de vue social que politique. Donc, je n'ai pas du tout la prétention d'avoir été la seule capitaine ou matelot là, dans les efforts qui ont été consacrés à l'amélioration de nos conditions de vie de façon générale. Ceci étant dit, une des actions dont je suis le plus fière et qui remonte à plusieurs années déjà,
c'est que j'avais été invitée à produire un rapport donc qui faisait l'analyse des différents programmes, services qui étaient déployés à l'échelle pan-canadienne, incluant les territoires, pour un groupe de travail qui réunissait les ministères de la condition féminine, autant territoriale, fédérale que provinciale. Et je devais aussi faire l'analyse des programmes qui existaient et apporter des recommandations. Et celles-ci ont donné lieu à un déploiement de financement accru et différents services aussi pour venir en aide aux femmes victimes de violences. Donc, une des actions pour lesquelles je suis très fière. Bien, formidable. Félicitations pour ce beau parcours qui se poursuit, bien sûr. On aura l'occasion d'en reparler. Sigouanis Lachapelle, vous êtes abénakise d'Odanak. Vous avez 23 ans, vous êtes diplômé de l'institution Kiuna en 2020 dans le programme Arts, Lettres et Communication, profil langue des Premières Nations abénakises. Donc, vous êtes la première au monde de ce programme. Félicitations. Yes, merci. Et vous travaillez actuellement au Musée des Abénakis en tant que guide animatrice senior. Là, la première phrase de votre CV, je n'osais pas la lire parce qu'elle n'est pas dans notre langue, mais je vais vous laisser, on va les faire apparaître à l'écran. Là, j'ai deux petites phrases que je vais vous demander de nous dire, n'est-ce pas, qu'on puisse les entendre et aussi de les commenter pour montrer un peu quel est l'alphabet et quelles sont les sonorités de la langue. Oui, donc, première chose qu'on peut voir, c'est le Kwai Ndalewati Sigouanis Lachapelle, Ndanombai Squat. Donc, Kwai veut dire bonjour. Ndalewati veut dire je me nomme. Donc, mon nom est Sigouanis Lachapelle. Sigouanis qui veut dire petit printemps. Ah oui? OK. Ouais. Et Ndanombai Squat veut dire que je suis une femme abénakise. OK. Donc, le Anomba, c'est le mot pour abénaki. Puis le squat que tu ajoutes, c'est pour femme. D'accord. Et on a l'autre mot qui est apparu à l'écran, qui est écrit Tonik Dalonzin. Donc, Tonik Dalonzin veut dire comment vas-tu? Comment vas-tu? OK. Donc, Tonik Dalonzin. Ktalonzin. Ktalonzin. C'est quand même complexe comme. C'est quand même assez. Il y a le gros 8 que les gens capotent quand ils le voient, là. Donc, le 8, en fait, c'est quand les Jésuites sont arrivés, puis ils ont commencé à écrire les langues autochtones, puis quand ils sont arrivés pour les Abénakis, il y avait le son on comme un nasal, puis par la suite, il y avait déjà le ON qui existait séparément, donc ils ne pouvaient pas utiliser ça pour ce mot-là. Donc, ils ont décidé de faire un O et un N par-dessus. Okay. Et quand ils ont fait la retranscription sur le dactylo, il n'y avait pas ce symbole-là, donc ils ont décidé de faire un 8 parce que ça y ressemblait. Parfait. Ça explique bien l'utilisation de ce caractère. Donc, on va passer un peu, comme on a l'habitude, du côté de la géographie. Où est-ce que vous êtes situé? Quel est le territoire traditionnel et aussi les villages aujourd'hui, si on veut, les villes, les endroits où les Abénakis sont situés. Donc, on va passer aux cartes, puis je vous laisse nous expliquer un peu les tenants et aboutissants. Ici, on voit le territoire ancestral de la nation abénakise. Donc, il se situe, juste pour vous donner une indication, là, il se situe approximativement entre la limite de Rivière-du-Loup, Rivière-Richelieu, qui descend vraiment au sud jusqu'à peu près jusqu'à Boston. Donc, c'était notre territoire ancestral. Pas exclusivement, c'est sûr qu'on se déplaçait sur le territoire, mais je vous dirais que c'est le territoire que les Abénakis avaient traditionnellement l'habitude d'occuper et sur lequel on se déplaçait continuellement. Aujourd'hui, donc ça c'est quand même un vaste territoire, mais aujourd'hui, Odanak est une communauté, donc une terre de réserve, comme on l'appelait à ce moment-là. Donc, une communauté qui fait à peu près 6 km². Donc, une très grande différence entre le territoire ancestral qu'on occupait
et la communauté d'aujourd'hui. Et à Odanak, on y trouve à peu près 500 habitants et à peu près 2000 membres qui vivent hors de la communauté. Et quand on regarde où Odanak est situé, on est dans la région administrative du centre du Québec et on est vraiment au cœur du triangle formé par les villes, par exemple, de Trois-Rivières, Sorel et Drummondville. Et donc, Odanak est l'une des deux communautés de la nation abénakise. L'autre communauté est Woninak, donc qui est située tout près de Trois-Rivières, juste au sud du fleuve Saint-Laurent. La communauté de Woninak, elle, en termes de superficie, fait à peu près 1 km carré. Donc, c'est aussi petit. Et encore plus petit, oui. Oui, et environ 200 personnes y habitent. Une particularité, par contre, que je n'ai pas mentionnée pour Odanak, c'est qu'on est une communauté bilingue. OK. Ce qui est particulier parce que les villages environnants, eux, sont exclusivement francophones. Et quand on parle de villages environnants, il y a donc, on est collé sur le village de Pierreville, à proximité du village de Saint-François-du-Lac. Et quand on dit à proximité, on peut facilement s'y rendre à pied. Parfait. On voit l'autre carte aussi qui montre où se situe le collège Kiuna et le musée dont on va parler dans quelques instants. Siguanis, j'avais la question, Odanak, Walinak, qu'est-ce que ça signifie exactement? Et Abénaki aussi, c'est quoi la signification de ces mots? Oui, dans le fond, Odanak veut dire au village en langue abénaki, puis Walinak veut dire à la baie. À la baie, B-A-I-E, là. Oui, exact. Et puis, Abénaki, donc, a été défaite un peu avec le temps, là, parce qu'autrefois, on appelait ça Wombanakiak. OK. Puis, quand les Européens sont arrivés, ils ont défait le nom, comme ils ont fait pour plusieurs nations. Donc, on est arrivé aujourd'hui avec Abénaki. Et puis, Wombanaki ou Wombanakiak veut dire le peuple du soleil levant. OK. Et est-ce que, il y a plusieurs nations qui souhaitent revenir à leur nom traditionnel. Est-ce que vous avez cette volonté-là, éventuellement, de quitter le mot Abénaki pour revenir, j'oserais pas le prononcer pour pas le défaire. Moi, personnellement, oui. J'aimerais retourner à la traditionnelle prononciation pour le nom de la nation, comme les Malécites ont fait pour Wolastoqiyik et Westpekut. Vous vouliez me parler un peu, on n'a pas abordé ça dans les autres entrevues, je trouve ça intéressant, des noms de famille qui sont typiques à chaque premier peuple un peu, puis vous avez les vôtres qui reviennent peut-être plus souvent et qu'on entend peut-être plus souvent, donc peut-être nous spécifier un peu, nous parler des familles. Oui, bien en fait, quand on est familier un peu avec les nations, les Premières Nations, les premiers peuples, à titre d'exemple, on sait que si on entend Petit-Coué, on sait que c'est Atikamekw. Si on entend Achini, par exemple, on sait que c'est Innu, Penoswé, on sait que c'est Anishinaabe. Et à Odanak, les noms qui nous sont plus particuliers, ben, je ne les nommerai pas tous, mais on peut penser à Anis. Obomsawin, Bénédicte, la famille Bernard, famille Watso, par exemple, Nolé ou Wawanolowat, qui sont aussi des familles quand même nombreuses dans notre nation, à Odanak en particulier. Donc, c'est des sonorités, ça aussi, quand on entend ces noms-là, qu'on associe facilement à la nation abénakise. Parfait. Il y avait des personnalités aussi dont vous vouliez nous parler. Je ne sais pas qui veut les présenter, mais on avait une petite liste de personnalités qui sont des Abénakis, en fait. Oui, bien, écoutez, je commencerai d'abord par une documentariste cinéaste grandement connue mondialement, donc Alanis Obomsawin, qui a produit, si je ne me trompe pas, 54 documentaire, une carrière très prolifique, donc issue de la communauté d'Odanak de notre nation. Des réalisatrices émergentes aussi, on pense à Kim Obomsawin qui vient tout juste de produire Je m'appelle Humain. Par exemple, Julie Obomsawin qui, elle, est propriétaire d'une boîte de production aussi qui s'appelle Cassino Media,
Christine Siwi Wawanolowat, artiste multidisciplinaire, aussi reconnue internationalement. Monica Hulé, qui est responsable du volet province du Québec pour APTN, donc le réseau des peuples autochtones. Jean-Paul Nollet, peut-être pour les générations de nos aînés, de nos aïeux, qui a été longtemps à l'antenne de Radio-Canada, jadis une des premières personnalités de notre nation à être reconnue par le grand public, et Nicole Obamsawin, qui enseigne d'ailleurs au Collège Kiuna, anthropologue reconnue, conteuse, certainement aussi que plusieurs d'entre vous ont fait ces rencontres. Parfait. Ben, c'est tous des noms explorés. Là, que si les gens veulent savoir un peu ce qui se passe, là, allez voir sur le web. Vous pourrez découvrir ces personnalités si vous ne les connaissez pas. Entre autres, le travail de Kim Obamsawin, c'est sûr qu'il est très diffusé depuis l'ONF, entre autres. On va parler un peu de l'économie des Abénaquis. Bon, beaucoup dans le service, dans le tourisme. Donc, on va parler du musée. Hein? Sigouanis, je vais vous lancer sur cette piste-là. Vous travaillez en ce moment au musée. Donc, le musée des Abénaquis, on a vu tout à l'heure où est-ce qu'il était situé, à Odanak. Peut-être nous parler des expositions permanentes et des expositions virtuelles qui sont là. Qu'est-ce que ça présente, ce musée-là? Donc, ce musée-là, premièrement, est le premier musée autochtone au Québec. Donc, c'est encore une autre fierté pour nous autres. Et une des expositions permanentes en fait, la seule exposition permanente que nous avons, ça part du mode de vie des Abénaquis. Donc, c'est divisé par section de lune, donc de cycle des lunes ou de saison, si vous voulez. Donc, qui démontre chaque activité qu'ils faisaient spécifiquement pour chaque saison. Puis on présente aussi un film qui parle de la création du monde selon les Abénaquis, qui dure environ 13 minutes. Puis ça donne une nouvelle perspective d'une histoire que même les Abénaquis ne connaissent pas. Puis c'est diffusé seulement au musée. Puis le musée est ouvert à tous? Oui, exactement. Le musée est ouvert à tous. On a des gens qui viennent de France, d'Allemagne, d'ici, juste à côté. Puis les gens adorent ce musée-là parce que c'est des matières ou c'est des thèmes qu'ils ne connaissent pas, même si c'est des gens qui viennent du Québec. Donc, c'est un bon endroit pour en savoir plus sur ses co-frères ou co-sœurs de juste à côté d'eux autres. Donc, on a l'image là, des expositions qui sont permanentes, puis qu'on peut voir sur place, puis il y en a d'autres qui sont en virtuel aussi, là, qu'on peut aller voir uniquement sur le site. C'est bien ça? Donc, ça, c'est ce que vous allez trouver sur le site. Ça, c'est l'exposition virtuelle. Et puis, bon, la confection des paniers, la vannerie comme telle, si on revient à ça. Donc, Prudence, peut-être nous expliquer quelle place ça occupe dans la tradition des Abénaquis et quelle différence aussi, peut-être, avec d'autres peuples qui n'utilisent pas la même matière. Oui, bien effectivement, la vannerie traditionnelle, donc fabrication de paniers, entre autres, à partir du frêne noir, dont on extrait la matière vraiment de A à Z par une technique de battage. On travaille aussi le frêne pour en faire des belles éclisses qui vont servir par la suite à tresser des paniers. Ça fait vraiment partie, c'est vraiment dans notre culture matérielle, traditionnelle, dont la technique est transmise de génération en génération, mais aussi par le biais des activités qu'on fait, par exemple, avec les étudiants à Kiuna. C'est d'ailleurs la deuxième photo qu'on voit en bas. C'est une photo qui est prise pendant une activité au Collège Kiuna. L'aînée qu'on voit, la personne qui porte le chandail rose, est une experte dans cette technique-là, donc Annette Nollet. Et traditionnellement, on voyageait, ça faisait vraiment partie intégrante de notre économie. Il y a beaucoup de gens dont le gagne-pain, si vous voulez, repose sur la fabrication de paniers. Moi-même, j'ai des souvenirs d'une salle qui réunissait justement ma mère, entre autres, et d'autres personnes de la communauté pour faire la confection des paniers pour la vente. Mais encore aujourd'hui, c'est une technique qui se pratique et on en trouve aussi de magnifiques
au musée. Donc, ça fait vraiment partie de notre culture. Et donc, nous, on travaille le frêne et ce qu'on appelle le foin d'odeur, mais on n'est pas les seuls à faire des paniers. Il y a d'autres nations aussi qui en font, mais à partir de d'autres matières. On peut penser, par exemple, aux Atikamekw, qui, eux, sont reconnus pour leur panier d'écorce, de bouleau. De bouleau. Parfait. Si on bascule du côté de l'éducation, Sigouanis, j'aimerais que tu nous parles un peu de ton parcours scolaire, bon, primaire, secondaire, comment ça se passe, mais surtout l'arrivée aussi au collège et ton parcours au collège. Donc, puis on basculera ensuite pour élargir sur le collège pour dire qu'est-ce que c'est et tous les tenants et aboutissants. Mais Sigouanis, parle-nous un peu de ton parcours. Oui, premièrement, c'est bien à dire qu'il n'y a pas d'école primaire ou secondaire dans ma communauté. Donc, à Odanak, il n'y a pas de ces écoles-là. Donc, mon parcours scolaire est plus été à l'extérieur, donc à Pierreville, Saint-François, Drummondville, Nicolet. Les enfants vont à l'extérieur pour aller chercher l'éducation. Mm-hmm. Et par la suite, je suis allée à Kiona, qui était nouveau pour moi. Donc, j'étais rentrée, en fait, dans le programme Tremplin Deck, qui était 2 ans, puis aux 2 sessions. Puis ça m'a tellement comme débloqué, comme ça a développé mon identité, en fait. Mm-hmm. Puis par la suite, il y a eu le nouveau programme qui a été fait cette année-là, le Arts, Lettres et Communication, que j'ai décidé de m'inscrire dedans parce qu'il y avait le profil langue autochtone et j'avais l'option de prendre l'option langue abénaquise. Donc, pour moi, la langue, c'était très, très, très important pour moi parce que ça fait partie de l'identité de tout le monde. Mm-hmm. Et puis, c'est une des raisons pourquoi je voulais vraiment être dans ce profil ou dans ce programme-là. Et comment ça se passe, le programme? Bon, des cours de langue, évidemment, des cours de tradition. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ce collège-là en particulier? C'est beaucoup centré sur les études autochtones. Donc, on voit toute l'histoire qu'on a vue au primaire, au secondaire, mais de la perspective des Autochtones. Donc, que plusieurs Autochtones ne savaient même pas parce qu'on a tellement été à l'extérieur. Et puis, dans le programme Arts, Lettres et Communication, c'est particulièrement, c'est les langues, donc qui en fait une grande majorité qui différencie des autres programmes aussi. Donc, c'est le seul programme que tu peux apprendre la langue abénaquise. Prudence, quelle est un peu la mission du collège, mission large, parce que ça ne s'adresse pas juste aux Abénakis, c'est ouvert à tout le monde, en fait. C'est ouvert à tout le monde. Si je vais en résumer, la mission, c'est évidemment de faire en sorte d'accompagner la prochaine génération de leaders dont Sigouanis fait partie, entre autres, en leur donnant des outils qui répondent aux besoins des communautés. Il faut juste rappeler que Kiuna, c'est vraiment un projet social qui réunissait l'ensemble des communautés dont l'origine remonte, là je parle juste de Kiuna, dont l'origine remonte là, vraiment au milieu des années 80, début des années 90. Et beaucoup d'efforts pour finalement ouvrir nos portes en 2011. Et ce sont les communautés qui ont voulu avoir un espace culturellement pertinent pour nos apprenants, parce que comme Sigouanis le dit, c'est sûr qu'aujourd'hui, le paysage change un peu au niveau du réseau collégial et du réseau universitaire, mais longtemps, notre histoire, nos réalités, traditions, coutumes ont été occultées du milieu scolaire. Et donc, on devait se doter collectivement d'un lieu où on pouvait remettre la culture au centre des apprentissages. Et c'est ce qu'on fait à Kiuna. Donc, Sigouanis le dit, dans l'ensemble des programmes qu'on dispense, on met l'emphase sur l'histoire, réalité, passée, contemporaine des premiers peuples. Donc, tous les premiers peuples présents au Québec. Absolument, absolument. Et c'est ouvert à tous. Donc, quiconque a un intérêt pour les questions Premières Nations sont invités à venir chez nous. Et annuellement, on accueille à peu près, là, on est rendu à peu près à 100 étudiants. On donne la formation en français et en anglais. Donc, c'est pour ça, entre autres, qu'on s'est établi à Odanak, étant donné que la communauté est bilingue. Donc, ça nous permettait de pouvoir bien accueillir
les étudiants qui proviennent d'une multitude de nations et de communautés qui viennent à Odanak, donc entreprendre ou poursuivre des études post-secondaires. Donc ça, c'est l'image de l'institution comme telle, du collège. Il y en a un seul bâtiment en ce moment, c'est ça? Est-ce qu'il y a une volonté d'en répandre plusieurs dans différentes communautés? En fait, là, effectivement, on est le seul collège dans toute la province du Québec là, destiné aux Premières Nations et conçu par les Premières Nations. Nous sommes dans un seul bâtiment, mais on est en train de travailler au déploiement de ce qu'on appelle des locaux satellites. Donc, ce qu'on souhaite, c'est d'avoir des classes dans des communautés, donc de délocaliser nos services. Parfait. Et puis, on bascule sur le sujet de la langue parce que, bon, j'ai vu le fameux vidéo de la Fabrique culturelle que je vous recommande chaudement. C'est 7 minutes, c'est rapide, mais c'est très lourd de sens. C'est urgent aussi. Je pense que c'est un message qu'il faut absolument passer. La vidéo dit 5 personnes seulement parlent Abénaki aujourd'hui. Est-ce que c'est une figure de style ou c'est réel? Il y a seulement 5 personnes qui maîtrisent la langue comme il faut? C'est réaliste assez, là. Je veux dire, en plus qu'ils maîtrisent la langue, mais pas dans la vie de tous les jours. Donc, ils vont l'utiliser seulement quand il va y avoir des présentations, quand il va y avoir quelque chose d'important, ils vont utiliser la langue pour montrer qu'on connaît un peu, mais ils ne veulent pas parler couramment. Donc. OK. Et est-ce qu'il y a des documents qui la font exister? Est-ce qu'il y a des archives, des écritures, des enregistrements qui permettent de la réécrire et de la relancer? Parce que c'est vraiment le défi que vous avez en ce moment, qui est immense, c'est faire revivre une langue. Mais c'est entre autres... Oui, non, vas-y. C'est entre autres pourquoi on a déployé le programme Arlette Communication, qui est entièrement reconnu par le ministère de l'Éducation, je tiens à le préciser, dans le domaine de la langue. Dans notre cas, notre langue agonise, on va le dire comme ça. Mais c'est aussi très important pour l'ensemble des Premières Nations de se doter d'outils justement pour aider à la conserver, la revitaliser. Et ce que nous voulions faire à Kiuna, c'est aussi, parce qu'on a très, très peu de locuteurs, c'est de trouver une façon, et c'est par le biais de la formation académique qu'on s'est dit, on va essayer de former la prochaine génération qui va nous aider collectivement à maintenir cette langue-là vivante. Tant qu'il y a quelqu'un qui la parle, elle n'est pas morte. Et il faut savoir que dans le cas de Kiuna, on a un enseignant qui s'appelle Philippe Charland, qui, lui, n'est pas Première Nation du tout, mais dont la mission, la vocation a été d'apprendre l'Abénaki, et c'est lui qui est l'enseignant d'Abénaki pour l'ensemble des gens qui sont intéressés à l'apprendre. Lui a appris d'une aînée qui est encore avec nous, qui est encore vivante, donc Monique Hillé. Mais la santé présentement, évidemment, ne lui permet pas de pouvoir enseigner. Donc, Sigouanis est un peu la prochaine Padawan à parlant, parce que il faut vraiment, là, quand Philippe ne sera plus en mesure d'enseigner et de transmettre, ben ça va nous prendre des locuteurs, des gens qui vont l'enseigner, mais nous, entre-temps, on travaille aussi à développer des applications technologiques, on travaille à développer des outils didactiques, du matériel, comme vous le disiez, là, du matériel audio, entendre des témoignages, des contes, création de visuels aussi. Donc, pour nous, c'est très important. Parce que forcément, bon, la culture est indissociable de la langue. Sigouanis, tu nous disais tout à l'heure qu'en passant au collège, tu as un peu trouvé qui tu étais, tu as un peu goûté à tes racines, puis ça t'a permis de mieux cerner ton identité. Donc, est-ce qu'il y a un projet aussi pour amener ça plus jeune, aussi, cette connaissance-là de la langue? Est-ce qu'il y a une volonté d'amener ça presque au primaire ou même au niveau petite enfance?
c'est sûr qu'on veut, nous autres même les transmettre aux autres. Donc, moi, j'ai un neveu de 3 ans, puis j'essaie de lui montrer un peu les petits mots en Abénaki. Il apprend un peu à la garderie, mais c'est sûr qu'on dit souvent qu'un enfant va mieux apprendre une langue qu'un adulte parce qu'il est capable de plus absorber la matière qu'un adulte. Mais pour l'instant, je dirais que on devrait commencer à faire des activités pour réveiller cette langue-là, parce qu'on dit souvent que c'est une langue dormeuse. Donc, pour pouvoir refaire ça, souvent aussi au musée, on fait des activités, puis on utilise souvent des mots, la culture et toutes ces choses-là pour les activités scolaires. Donc, on utilise la langue, on utilise la culture et toutes ces choses-là pour montrer aux autres, même aux Autochtones, sur nos réalités à nous autres. Il y avait 2 autres coups de cœur dont vous vouliez nous parler. Le Sentier Tolba, le documentaire d'Analis et aussi le documentaire d'Alanis Obomsawin, Wabanaki, Peuple du Soleil Levant. Donc, je vous laisse nous les présenter. Je ne sais pas qui veut présenter lequel, mais à tour de rôle. Je vais y aller. Donc, notre communauté est facilement accessible par la 132, par exemple. On y trouve le musée qui est ouvert du mercredi au dimanche, mais une autre activité gratuite qui est vraiment intéressante pour les gens qui aiment faire de la randonnée. Il y a le sentier Tolba, dont le début du sentier commence sur le site du musée et de l'Église catholique, donc un sentier d'à peu près 3 kilomètres, qui n'est pas qu'un sentier, mais qui est un sentier d'interprétation. Et on peut y apprendre sur notre culture à travers la flore, la faune. Et c'est un sentier qui a été développé, entre autres, par le secteur environnement et terre de la communauté d'Odanak. Donc, très, très beau sentier, très bien aménagé. Donc, si vous voulez, c'est vraiment accessible à l'année. On a mentionné aussi comme coup de cœur, évidemment, si vous voulez en apprendre plus à travers les yeux de la magnifique Alanis Obomsawin, donc un film qui est disponible gratuitement à l'ONF, qui s'appelle donc Wabanaki, Peuple du Soleil Levant. Donc, un très, très beau portrait là, de qui nous sommes, qui nous étions et qui nous sommes, parce que c'est quand même une belle revue aussi historique de notre nation. Donc, c'est l'origine dont on parlait tantôt de Abénaki, c'est Wabanaki. W-A-B-A-N-A-K-I. C'est bien ça? Plus ou moins. Il y a eu des changements avec... on n'a pas de trait d'union en Abénaki. Okay. Donc, c'est une petite erreur, mais Wabanaki peut être écrit soit avec un 8, soit avec un A, soit avec un O accent circonflexe. Donc, il y a différentes manières de l'écrire. Donc, une langue quand même complexe à apprendre à travers tout ça parce qu'elle évolue aussi au fil du temps, mais c'est une langue qu'on doit absolument garder vivante, puis répandre. C'est important pour l'identité. Alors, merci Ségouanis et Prudence, vous tous aussi qui avez été avec nous. Pour revoir les émissions, bien sûr, vous allez sur YouTube, Facebook, la chaîne de la chaire publique Allié. Partager, c'est un geste que moi je trouve important à force de rencontrer ces différentes personnalités-là qui nous parlent de qui ils sont. Je découvre quelque chose d'absolument fascinant que je connaissais plus ou moins. Bon, on avait tous entendu parler un peu, mais sans aller dans le détail. Alors, je trouve ça formidable ce que nous faisons en ce moment. Le 4 mai, n'oubliez pas l'événement, la conférence « Comment mieux faire connaissance ». Les panélistes seront dévoilés bientôt. C'est les conférences pour en savoir plus en collaboration avec l'Université Laval et la chaire publique Allié. Vous allez sur le site web du calendrier ULaval des conférences pour en savoir plus pour avoir les détails. Je suis Serge Bonin, directeur de la chaire publique Allié. Rendez-vous vendredi, 14h30. On découvre une nouvelle perle, le peuple Naskapi avec Loretta Robinson, un échange qui se fera en anglais, dans la langue de Shakespeare, avec ma collègue Marie-Ève Duchesne. Avant de nous quitter, comment on dit au revoir et merci en Abénaki? Adeo, oleone. Oleone? Adeo, oleone. Parfait. Ben, merci infiniment. Merci à vous tous. Un rendez-vous pour vendredi. À bientôt.